Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Comme vous voyez, j'ai toujours mon masque. C'est une obligation. C'est disons, une sauvegarde qui fait que je suis encore comme je suis là. Je suis en bonne santé et que j'essaie autant que possible de respecter les obligations et les suggestions qui nous sont faites par les autorités, notamment l'ARS. Aujourd'hui, je mets ma casquette de tiers-mondiste pour vous parler de Haïti. Depuis la mort du président Jovenel, le pays est dans une situation invraisemblable. Il y a une constitution haïtienne, la voilà. Elle date du 29 mars 1987. Normalement, tout est prévu dans cette constitution, quel que soit le problème qui pourrait exister. Et que dit la Constitution à propos de la disparition d'un président en exercice? Il est dit ceci, je vous le lis. Article 149. En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le président de la Cour de cassation de la République ou à son défaut le vice-président de la Cour de cassation ou à défaut celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordonnance d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de président de la République par l'Assemblée nationale dûment convoquée par le Premier ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau président pour un nouveau mandat de 5 ans a lieu 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance conformément à la Constitution et à la loi électorale. Donc c'est clair. Le Premier ministre qui est en place devait prendre ses dispositions pour faire une nouvelle élection présidentielle. Mais Haïti, qu'est-ce qui s'est passé? On peut considérer que le coup d'État qui a amené à la mort du président Jovenel a été longuement préparé. Pourquoi je le dis? Je prends mes responsabilités en le disant parce que je me base sur la Constitution d'Haïti. Le président de la Cour de cassation, le juge Dorval, a été assassiné après avoir fait une déclaration à la radio et à la télévision mettant en cause les oligarques et les élus corrompus. Le soir même de cette déclaration télévisuelle, il a été assassiné. Jusqu'à présent, personne ne sait qui est à l'origine de la mort de Dorval. Ensuite, il y a eu une tentative de coup d'État contre Jovenel qui a échoué et que Jovenel est resté au pouvoir. Mais qu'en reprochait-on à Jovenel? Il a tenté de rendre au peuple haïtien les avantages que pouvait tirer l'État haïtien. En effet, comme il est indiqué partout, les familles représentant 5% de la population haïtienne monopolisent 95% de l'économie haïtienne. Le président Jovenel, qui normalement devait quitter le pouvoir en février 2022, selon la Constitution, était en train de mettre un peu d'ordre
dans la gestion du pays. Et dans une conférence qui a été suivie par beaucoup de monde et par la télévision haïtienne, il démontrait comment les oligarques gagnaient de l'argent au détriment de l'État et qui gagnaient l'argent sans apporter une contribution pour le développement du pays. Il a cité notamment 2 cas. Asphalte. Les routes d'Haïti sont faites de terre battue pour certains endroits et ça méritait d'être asphalté. Le président a dit qu'il nous faut asphalter et aider les communes à asphalter les routes qui ne le sont pas. Mais comme la corruption agit toujours, il est, semble-t-il, que le ministre des Travaux publics aurait fuité l'opération. Et voilà qu'une commande de 500 tonnes d'asphalte arrive au port. Et voilà que tout d'un coup, une grosse commande d'asphalte arrive. Il s'en inquiète et il demande aux autorités douanières de bloquer la livraison, de bloquer le dédouanement pour savoir qui est derrière cette commande importante. Et effectivement, il mène son enquête et il a mis un veto pour ne pas dédouaner. Donc c'est bloqué et finalement, quelqu'un se présente à lui pour lui dire que oui, voilà, c'est lui qui a passé la commande et le gallon d'asphalte doit coûter $3,80. Le président dit, bon d'accord, j'enregistre et il a demandé à la personne, est-ce qu'il pourra lui présenter la facture d'importation? Ça a duré plus de 8 jours, la facture n'arrive pas. Donc, il a mis le veto, on ne dédouane pas cette marchandise tant qu'il n'y a pas les explications. Et finalement, on lui fait une proposition que le gallon d'asphalte va coûter $3,80. Et en recevant la facture d'origine, il constate que l'asphalte coûte $1,60. Alors vous vous rendez un petit peu compte de la différence entre $1,60 et $3,80. Donc il a mis son veto, il a dit non, nous voulons le prix légal de l'asphalte et nous n'achèterons pas l'asphalte entre les mains des importateurs. Et il a pris la décision que dorénavant, seul l'État pourra passer ses commandes d'asphalte directement pour donner aux communes pour faire les routes. C'est un premier point. Deuxième point, dans l'Artibonite, c'est une région agricole et il y a des coopératives. Le président Jovenel était un producteur de bananes, donc un agriculteur. Il a promis à la coopérative de lui fournir du matériel d'irrigation. Donc, il se présente et demande à ses services de rechercher le prix de matériel dont ils avaient besoin. On lui apporte une facture en indiquant que les machines en question coûtent $330 000 pièce. Il demande à voir la documentation, on lui donne la documentation, et il part sur Internet, il recherche un petit peu à droite, à gauche, et finalement, il découvre que ces mêmes matériels sont arrivés en République dominicaine. Alors, il se rapproche des autorités dominicaines pour demander le prix de ces matériels. On lui dit 46 000 $. L'importateur haïtien avait dit $330 000 pièce. Et l'importation réalisée en République dominicaine coûtait 46 000 $. Donc pour 2 machines, ça aurait dû faire $92 000.
Et pour 2 machines achetées chez les portateurs haïtiens, ça allait faire $660 000. Quand cela ne tienne, il a dit, bon, nous commandons le matériel directement, comme l'a fait les Dominicains. Les Dominicains. Et ils ont reçu leurs machines qui ont été distribuées normalement aux coopératives. Alors voilà 2 exemples. Mais dans ces 2 exemples, on constate que le président s'est créé quand même de l'animosité pour le moins. Et alors, on a mené campagne contre lui. Campagne télévisuelle, campagne dans des journaux américains, comme quoi Jovenel est un bandit, c'est un assassin. Et même un juge haïtien a pris une ordonnance contre le président Jovenel pour qu'il vienne, pour qu'on l'arrête, quoi. Qu'on le présente et qu'on l'arrête. Ça n'a pas pu être fait. Et voilà que des équipes se sont constituées et on a monté le complot qui a amené à son élimination. Alors, dans ce complot, bien entendu, selon ce que j'ai comme information, il était question, avec les mercenaires, d'aller le capturer chez lui. Le capturer et l'emmener au palais pour qu'il fasse une déclaration de destitution. Parce que c'est ce que demandait le juge. Mais il y a eu quelque part contre-ordre. Et quand les Colombiens sont arrivés chez le président, ils l'ont trouvé déjà mort. Et en faisant quelques recherches, on constate qu'il y a un certain Baggio qui aurait précédé l'arrivée des Colombiens. Et ce Baggio en question est introuvable. Parce que c'était un fonctionnaire du ministère de la Justice, le Baggio en question, et on ne le trouve nulle part. Donc Jovenel est président et Premier ministre, mais le problème de Jovenel, c'est qu'il n'a jamais été installé comme Premier ministre. Parce que le président de la République désigne un Premier ministre, et le Premier ministre doit obtenir le vote de l'Assemblée nationale. Mais voilà que l'Assemblée nationale n'existe pas. Pour quelle raison? Parce que le mandat des députés avait cessé, donc il n'y avait plus de chambre de députés, et le Sénat était amputé de au moins 40% de ses membres. Donc on ne peut pas avoir d'Assemblée nationale, parce que contrairement à la France, on dit de l'Assemblée nationale la Chambre des députés. Mais en Haïti, l'Assemblée nationale, c'est le regroupement des 2 chambres, Sénat et Chambre des représentants, qui font l'Assemblée nationale. Et c'est cette Assemblée nationale qui accepte le Premier ministre désigné par le président. Ça n'a jamais été fait. Donc c'est pourquoi on dit que le Premier ministre en place actuellement est de facto, c'est-à-dire c'est un Premier ministre nommé, mais pas installé. Alors, nous constatons, compte tenu de la Constitution d'Haïti, que ce qui est prévu dans la Constitution n'est pas respecté. Et les décisions qui sont prises par ce Premier ministre, de facto, comme on dit, sont pour le moins surprenantes. Il est pris en flagrant délit de mensonge concernant des appels qu'il aurait reçus du présumé assassin du président Jovenel. Dans un premier temps, il a déclaré à ses amis que non, il n'a jamais reçu d'appel. Le commissaire du gouvernement d'Haïti, qui est le procureur de Port-au-Prince, veut savoir si réellement il n'a jamais reçu d'appel. Et il demande à une société de téléphonie là-bas, en Haïti, de lui indiquer les appels
qui sont passés depuis la mort du président et à qui ces appels-là ont été destinés. Et dans le rapport fait par la société de téléphonie, il est indiqué que le Premier ministre aurait reçu 2 appels le jour même de l'assassinat du président, de l'assassin présumé. Un à 4 heures du matin et un à 4h20. Le président aurait été assassiné selon les constats aux environs de minuit, de 1h du matin, 1h30. Et quand nous faisons la recherche au niveau des fichiers fournis par la société de téléphonie, on constate que le tueur présumé se trouvait à proximité du lieu du meurtre. Et le Premier ministre se trouvait dans un hôtel non loin, c'est-à-dire sur la route qui mène directement à Port-au-Prince. Je ne veux pas nommer l'hôtel, ça n'intéresse personne. Alors, donc le recoupement est fait. Donc le procureur de Port-au-Prince a décidé de convoquer le Premier ministre pour qu'il donne des explications. Il y a eu 2 hésitations du Premier ministre, donc le procureur, fort des éléments qu'il a, il a décidé qu'il allait inculper le Premier ministre. C'est grave. Eh bien, c'est politique aussi, hein. Donc, les partis se sont agités et finalement, le Premier ministre a fait prendre une décision par le Conseil des ministres pour destituer le procureur. Et dans la foulée, il a fait destituer le ministre de la Justice. Les 2 personnes qui pouvaient l'inquiéter ont été destituées. Donc, il est là. Alors, moi, je vous dis que, mon opinion personnelle, c'est une dictature déguisée qui se fait actuellement en Haïti. Il n'est pas compétent pour prendre de telles décisions, il les a prises et ça a été accepté. Mais, il y a un mais. Le président Jovenel avait été mis en place par le parti de l'ancien président Martelly. Il faut savoir, en Haïti, le président est élu pour une première mandature de 5 ans, il laisse passer une mandature de 5 ans et revient ensuite comme candidat. Le président Martelly a eu sa première présidence, tout comme le président Préval a fait une première présidence, ensuite il a laissé la place vacante et il est revenu président. Donc Martelly avait l'intention, en 2022, de redevenir président. Et c'est là qu'il y a problème. Et le parti de Martelly était en opposition avec le parti de Jovenel. Et Jovenel avait pressenti d'envoyer un autre candidat contre Martelly. Ça ne pouvait pas se passer comme ça, puisque Martelly était dans les mains des oligarques. Et c'est les oligarques qui menaient la belle vie en Haïti. Donc il fallait supprimer Jovenel. Donc il a été supprimé. Mais depuis qu'il a été supprimé, on a trouvé d'autres solutions pour le remplacer. Puisque le Premier ministre qui est en exercice essaie de rester en place. Il a même fait sortir un texte pour dire qu'il pense qu'il doit rester en place jusqu'en 2023. Alors il y a quelque chose qui ne colle pas. La Constitution n'est pas respectée. Donc nous assistons là à quelques kilomètres de chez nous, à 1h30 de la Guadeloupe, l'arrivée d'une dictature tranquille
les Haïtiens qui sont en Guadeloupe sont complètement désespérés. Ajoutez à cela M. Biden qui a pris la décision d'expulser les Haïtiens en situation irrégulière. Ajoutez à ça le tremblement de terre. Ajoutez à ça les machins météorologiques qui passent tout le temps sur Haïti. Donc c'est un pays qui est pratiquement en détresse. Un pays qui fait 28 000 km². Je vous rappelle que la Guadeloupe fait 1782 km². Donc on peut considérer que la Guadeloupe est très très petite à côté d'Haïti, qui fait plus de 25 fois la Guadeloupe, pour une population de 11 400 000 têtes, sans compter ceux qui sont à l'extérieur dans la diaspora. Et voilà ce pays qui est à côté de nous comme ça là, et qui meurt gentiment, personne ne parle de ça. Que fait la France? Il est évident que la France a quand même une certaine animosité depuis Napoléon contre Haïti. Il ne faut pas oublier que c'est sous Napoléon qu'Haïti est devenue indépendante. Mais n'empêche que ce pays est indépendant. Ce pays est membre des Nations Unies, à l'ONU. Il faut quand même faire quelque chose. Il est évident que le président Jovenel aurait pris quand même des dispositions qui n'ont pas plu aux Américains. Depuis le seul président que les Américains respectaient, c'était François Duvalier. Et pourquoi ils respectaient François Duvalier? Non pas qu'il aimait le dictateur François Duvalier, mais parce que Duvalier lui servait de tampon contre Cuba. Duvalier empêchait l'expansion de l'action cubaine dans la région, parce que Haïti est presque voisin de Cuba, et le Paul Nicolas, en haut de l'Anse des Naux, que vous voyez là, au bout, le bout là, tout à fait le bout, est à quelques encablures de Cuba. Et il y a eu un poste d'observation américaine au Paul Nicolas pour surveiller Cuba. Et c'est François Duvalier qui avait autorisé cela. Donc, on tenait François Duvalier en laisse, certes, mais on le respectait. L'Haïtien qui allait aux États-Unis était considéré comme quelqu'un de bien. Mais maintenant, l'Haïtien qui arrive aux États-Unis, il est considéré comme n'importe quoi. Et c'est ainsi qu'on les envoie maintenant par avion complet. Depuis une semaine, il y a plus de 6 000 Haïtiens qui ont été expulsés des États-Unis d'Amérique. Et tout le monde reste là tranquille, tout le monde est inerte, on ne parle pas de ça. Mais nous devons parler de ça. Nous devons parler de ça. Nous avons une population haïtienne en Guadeloupe qui vit cette situation. Nous devons être solidaires avec eux. On doit pouvoir parler de ça. Et c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai endossé ma casquette de tiers-mondiste. Parce que, comme vous savez, je suis accrédité auprès des Nations Unies. Et j'ai déjà eu à participer à certaines démarches soutenues par les Nations Unies. Mais je ne comprends pas cette inertie à propos d'Haïti. Et voilà même qu'on apprend que le président de la République dominicaine aurait lancé l'idée d'une invasion d'Haïti, invasion qui aurait été déjà programmée, soutenue par l'Argentine, Panama, que sais-je, Colombie, pas le Venezuela. Le Venezuela ne marche pas dans ça. Il y a déjà des États parce que vous savez qu'il y a les États de la Caraïbe, de l'Amérique latine. Il y a une organisation des États latino-américains. Eh bien, autour du président de la République dominicaine, l'idée voudrait qu'on fasse l'invasion, quoi.
On s'accapare Haïti. Et là, l'ONU ne dit rien. Et pourtant, l'ONU devrait être en première ligne, puisqu'ils ont reçu le Premier ministre à l'occasion de l'Assemblée générale qui vient de se passer là. Mais Haïti est tenu pour compte. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames, aujourd'hui, mesdames, messieurs, surtout. Probablement, je reviendrai. Mais je dois vous dire aussi, vous rappelez que nous avons parlé de l'action de Mme Michel Chevry. C'est une grande dame, tout le monde le reconnaît. Mais moi, j'ai deux éléments où elle a commis au moins des incartades. Je parle d'octroi de mer. L'octroi de mer. L'article 2 du Code général des impôts prévoit que les importations réalisées par les collectivités guadeloupéennes bénéficient de l'exonération d'octroi de mer. Les communes, notamment au niveau de la rentrée scolaire, passaient commande de matériel scolaire en France. J'étais transitaire et j'établissais pour ces communes-là une demande d'exonération d'octroi de mer. Et là, je parle sous le contrôle de M. Samuel, préfet, à la retraite, certes, mais qui était collaborateur de Mme Chevry à cette époque-là. Il doit certainement se rappeler de ce que je suis en train de dire. M. Samuel, Richard Samuel, c'est lui qui a été désigné comme directeur intérimaire pour la SMO, là, la syndicat de l'eau. Alors, je présente ma demande d'exonération d'octroi de mer pour certaines communes. On les signe, je dédouane et je livre. Mais voilà, il y avait une entreprise bastérienne qui produisait également du mobilier scolaire. Probablement que cette société s'est plainte auprès de Mme Chevry de la concurrence qu'elle subissait de l'importation du matériel scolaire par les communes de Guadeloupe. Alors qu'a fait Mme Chevry? Elle a fait voter un arrêté qui n'accordait plus l'exonération d'octroi de mer aux communes qui importaient du mobilier scolaire. C'est pas gentil ça pour les communes. Et il y a des conseillers municipaux qui ont signé cet arrêté. Voilà un cas que je peux dire qui n'était pas très correct de Mme Chevry. En tant que gestionnaire, je ne parle pas des affaires judiciaires, je l'ai dit, je ne parle jamais de ça. Et moi, à présent, j'ai un dossier personnel que je vais vous exposer la semaine prochaine. J'étais nommé administrateur délégué de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative par le président national, qui m'a chargé de mettre en conformité les organismes de tourisme en Outre-mer, dont la Guadeloupe. Donc j'arrive, je le fais annoncer par la presse que je suis nommé, et le franc sentier de M. Vidal à l'époque peut en témoigner. Et j'adresse des courriers à Air France, un petit peu partout, et également à l'Office de tourisme et au syndicat d'initiative qui était présidé à l'époque par le docteur Chartol, dont j'étais l'un des vice-présidents. Et je dis, voilà, il y a eu une circulaire du ministre du Tourisme, M. Jacques Médecin, qui dit, voilà comment doivent fonctionner les organismes de tourisme. Et donc, je constate que nos organismes ne sont pas en conformité avec la circulaire de Jacques Médecin. Donc, je demande à rencontrer les uns les autres pour mettre les choses en place. Voilà que Maître Touchot, qui était président du syndicat d'initiative de Pointe-à-Pitre, m'appelle pour me dire, voilà, je suis avocat, je suis également conseiller général, je voudrais sortir de la présidence du syndicat d'initiative de Pointe-à-Pitre
Et comme il a entendu parler de moi, de mes actions, il voudrait qu'on se rencontre pour me passer la présidence. Je lui dis d'accord. Et je deviens président du syndicat d'initiative de Pointe-à-Pitre. Ainsi donc, je mets déjà le syndicat d'initiative de Pointe-à-Pitre en conformité avec la loi. En étant en conformité, je me trouve en opposition avec l'office de tourisme qui existait déjà. Que doit-on faire? On se rencontre, on discute et on met les choses en règle. Non. Le Conseil général a fait voter une motion contre mon action. Parce qu'il faut savoir que le tourisme est entre les mains des oligarques. Il est toujours un petit peu. Mais avant ça, et dans le document de médecin, il disait qu'il fallait créer le comité régional du tourisme. Alors j'ai dit, voilà le programme et voilà comment on doit faire les choses. Vous savez comment on m'a surnommé à cette époque? Amin Dada de la Caraïbe. Uniquement parce que j'ai demandé qu'on mette les choses en conformité et le Conseil général a pris une motion contre moi puisque j'étais Amin Dada de la Caraïbe. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais je vous ai dit que j'ai amené le dossier du tourisme. Je vais l'amener parce que j'étais obligé de faire inculper le président de l'Office de tourisme pour que les choses changent. Inculpé par le juge Durand. Et j'ai l'inculpation du juge Durand. Et c'est moi qui ai fait par la suite une demande pour que le président obtienne un non-lieu. Je vais vous emmener ce dossier, vous comprendrez ce qui peut nous arriver si demain nous laissons les choses aller comme c'est devenu en Haïti. Bon, à vous tous, mesdames, messieurs. On se retrouve samedi prochain, je l'espère, dans le cadre du Forum libéral. À bientôt.